et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'info. Comme chaque fin de semaine, nous parlons de l'actualité à Mayotte. Que s'est-il passé chez nous cette semaine? Je vous propose de le découvrir en allant rencontrer mon invité. Suivez-moi. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit d'Elanziz Hamidou, donc il s'agit du secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière Mayotte. Bonjour Elanziz. Bonjour. Merci à vous de nous avoir accueillis ici sur ce lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes et pourquoi ici? Effectivement, on est à l'Union départementale Force ouvrière, on est 9 rue Bouanakaïm, en face de Radiologie, à Mamoudzou. Donc on le voit, ces couleurs rouge et blanc qui nous entourent. Derrière moi, vous pouvez le voir, le drapeau de FO. Elanziz, nous sommes là pour parler de l'actualité à Mayotte, ce qui s'est passé chez nous dans l'île au Lagon. On va commencer par ce sujet qui concerne les pêcheurs professionnels qui se sont manifestés, qui sont montés au créneau suite à ce scandale les concernant. Donc ils ont été évincés de la Fédération des pêcheurs de l'océan Indien. On regarde ce sujet. Nous évoquions la semaine dernière le scandale dénoncé par les pêcheurs professionnels mahorais qui reprochaient au comité de pêche réunionnais de les avoir évincés de la Fédération des pêcheurs artisanaux de l'océan Indien. L'affaire a fait du bruit sur les départements voisins et Image Presse Réunion a voulu en savoir plus en s'adressant au secrétaire général du comité régional de pêche et des élevages marins réunionnais. Selon lui, une délibération a été prise pour l'élargissement aux pêcheurs mahorais et un déplacement est prévu prochainement à Mayotte. Mayotte est donc désormais pleinement intégrée à cette démarche si elle le souhaite. Des pêcheurs mahorais initialement évincés. Est-ce que cela vous étonne, Elanziz? Écoutez, ça ne m'étonne pas. Écoutez, chacun essaie de défendre ou d'agrandir un peu son influence. Donc des cas comme ça se passe tous les jours. Donc aujourd'hui, on l'évoque, c'est bien. Mais il va falloir qu'on trouve des solutions à ce que les Mahorais puissent avoir quand même leur espace à eux et qu'ils puissent défendre leurs intérêts qui ne sont pas les intérêts de la Réunion par exemple, quoi. Et là on le voit, leur intérêt a bien été pris en compte dans le sens où ils ont été intégrés justement, une délibération a été prise en ce sens pour rectifier le tir, c'est une bonne chose. Effectivement c'est une bonne chose si on se rend compte qu'il y a eu quand même une injustice et qu'on doit rétablir une certaine équité et rétablir les choses comme ils devaient l'être, c'est bien. Et on le voit, ces derniers temps, Mayotte revendique de plus en plus son appartenance à l'océan Indien en tant qu'île qui participe au développement économique notamment. Hein. Tout à fait, Mayotte a vocation à être connue au niveau mondial, au niveau international. Donc on a tout intérêt à se battre pour avoir une certaine influence sur l'actualité et sur beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je vois que les partenaires sociaux mahorais et les acteurs sociaux mahorais ils se soulèvent et revendiquent les droits légitimes qui sont les leurs. Donc c'est une bonne chose pour Mayotte. Je pense que ça va faire avancer le développement de Mayotte et peut-être qu'on ne sera pas les oubliés de la République. Donc on sera, dans peu de temps, on pourra rattraper du moins le retard qu'on a accusé par le passé. Donc vous, en tant que secrétaire général de l'Union départementale FO à Mayotte, vous voyez une évolution depuis quelque temps alors, hein, de ce point de vue-là? Écoutez, moi je suis tout nouveau secrétaire général, donc j'ambitionne de développer les choses, hein. J'ambitionne aussi de rattraper vite fait le retard qu'on a accumulé, notamment au niveau social, parce qu'il faut croire qu'à Mayotte ici on est vraiment très en retard et les prestations sociales ne sont pas au niveau qui devraient l'être aujourd'hui. Donc moi, avec l'Union départementale, nous militons en faveur de l'égalité sociale. Nous militons aussi en faveur de l'égalité républicaine. Donc il est inconcevable que sur un territoire comme Mayotte, c'est un département français, on puisse voir
des prestations un peu de miséreux, hein. Donc des prestations très très bas qui ne sont pas à la hauteur de la société de consommation d'aujourd'hui. On va continuer, Elandise, avec un sujet justement qui va peut-être vous faire réagir, sûrement même. Il s'agit des loyers à Longoni, au port de Longoni, en fait des entreprises qui se sont retrouvées avec une augmentation allant jusqu'à 600% pour certains d'entre eux. On regarde ce reportage avec des explications de la direction. Les loyers, les prix au mètre carré des terrains de la zone de Longoni n'ont jamais été révisés depuis 20 ans. Ils n'avaient pas été modifiés afin de favoriser les implantations et permettre la compétitivité des entreprises. Dans cet esprit, les loyers ne correspondaient à aucun montant en vigueur à Mayotte. C'est d'ailleurs une politique commune au port français qui pratique les bas loyers afin d'attirer les meilleures sociétés. Aujourd'hui, on découvre qu'en plus de cette augmentation, les prestations commandées en dehors des jours ouvrés ou après 22 heures subissent une majoration de tarifs. Aujourd'hui, la direction de MCG défend son positionnement. Je mets le pendule à l'heure et du coup, bien sûr, ça ne plaît pas. Parce qu'aujourd'hui, les tarifs, et je le fais à peu près à la même tarif qui sont ici dans les zones industrielles, si c'est Kaweni ou Mamoudzou, aux zonelles au Kaweni, parce que des autres transitaires, surtout des petits comme des petits transitaires maorais qui payent un loyer très fort parce qu'il n'y a pas encore place pour eux au Longoni. Et bien sûr, c'est les grands qui râlent parce que maintenant, faut payer un peu plus à les taux normal. Mais les augmentations ne s'arrêtent pas là. De nouvelles tarifications vont faire leur apparition avec des grues mobiles, des porteurs RTG qui constituent les investissements très lourds mais obligatoires que doit effectuer MCG. En tant qu'entreprise privée, sa logique de rentabilité devrait être respectée mais difficilement acceptable sur un site d'intérêt général constituant le poumon économique mahorais où 95% des marchandises transitent par Longoni. Il faut qu'ils soient habitués que les choses n'est plus comme c'est 20 ans avant. La période où c'était la CCI qui paye un eux en caisse, c'est terminé. Moi, je suis une entreprise privée comme eux. Moi, je me charge. Moi, je suis gestionnaire. Je regarde des choses et je fais des choses à juste prix. Aujourd'hui, ce sont donc deux philosophies qui s'affrontent à Longoni. D'un côté, celle de la rentabilité, de l'autre, celle de l'intérêt général. Mais au final, et dans les deux cas, c'est le consommateur qui ne s'y retrouve pas. Aujourd'hui, les prix seront réajustés sur fond de grogne. La politique de l'octroi de mer qui sera décidée sur le territoire est d'autant plus importante. Une augmentation des loyers considérable pour certains transitaires, certaines entreprises localisées sur le port de Longoni, mais qui s'explique selon la direction. Vous, Elandise, quelle est votre réaction ? Écoutez, déjà, il faut voir c'est qui paye les loyers. Si on augmente les loyers et on les fait payer à des gens qui sont capables de payer ça, moi je vois pas d'inconvénient. Mais si on monte les loyers et en face on a des entreprises qui sont incapables de payer ce loyer-là, donc c'est là où peut-être se poserait un problème. Parce que là la direction dit, donne comme argument, on est dans une logique en fait économique d'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a des charges à payer. On a vu aussi, pendant 20 ans, les loyers n'ont pas été augmentés. Il n'y a pas eu de démarche de ce côté-là. Donc peut-être que c'est peut-être normal ce qui se passe. Mais écoutez, moi je ne suis pas le porte-parole du patronat. Moi, je suis un syndicat de salariés. Donc ça m'importe peu de savoir la rentabilité des uns et des autres. Moi, ce qui m'importe, c'est l'emploi. Donc, tant que ça ne touche pas à l'emploi, donc moi, de mon côté, c'est comme je l'ai dit, c'est que des entreprises qui sont sur place et qui vont subir cette augmentation de loyer, est-ce qu'ils sont capables de le payer? Donc il faut se poser ces questions-là. Donc si Mme Nel s'est posé cette question-là et qu'elle pense que ces entreprises-là peuvent supporter cette augmentation-là, peut-être c'est légitime cette augmentation-là, mais ce n'est pas à moi d'en juger.
Parce que moi, là où je suis un syndicat de salariés. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Si ça a des répercussions sur les salariés, si ça a des répercussions sur l'emploi. Est-ce que ces entreprises-là, quand ils vont avoir à subir ou à payer ce loyer-là, est-ce qu'il ne va pas le répercuter sur l'emploi? C'est-à-dire ils vont pas... Des licenciements ils vont pas respecter le droit du travail, ils vont licencier à tour de bras. Donc c'est ça ce qui m'importe. Et vous seriez prêt à intervenir dans ces cas-là? Ça devait se produire. Si on touche à l'emploi et au salaire et tout ça, donc nous c'est notre métier. Hein. Donc nous en tant que syndicalistes, on interviendra, on essaiera de trouver un dialogue sur ce thématique-là. Donc aujourd'hui on n'en est pas là. Donc je pense que ces entreprises-là peut-être ils sont à la hauteur de ce qu'on leur demande de payer. Donc je n'en sais rien. Il faut peut-être leur poser la question. Et moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu vent des difficultés. Mais vous êtes à l'écoute. Voilà, donc on reste à l'écoute, on observe et on voit ce qui va venir et si ça ne touche pas le social. On l'a vu aussi dans le reportage, les répercussions sur le consommateur sont quasi certaines. Vous, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous en pensez ? Les répercussions au niveau des prix, il faut dire qu'ici à Mayotte, nous les consommateurs, on est vraiment fléchés pour ceux qui doivent payer pour l'effort collectif. Donc il faut qu'on arrête de tout le temps faire payer, supporter le consommateur. Nous les consommateurs, on est déjà, je pense qu'on est déjà au taquet, on est déjà au maximum de ce qu'on doit payer. La vie est chère à Mayotte, hein. Donc face à cette situation de vie chère... Une thématique qui revient souvent, voilà. On l'a vu. Hein. Donc cette situation de vie chère ne doit pas nous inciter à augmenter les prix et à s'amuser, à répercuter des coûts, somme toute que les entreprises peuvent eux-mêmes les amortir et essayer de trouver d'autres solutions que d'augmenter les prix. Donc aujourd'hui, à mon sens, je pense que ce qu'on paye dans les magasins, c'est pas réellement ça ce qu'on devrait payer. On devait payer moins que ça. Donc là, aujourd'hui, on nous demande beaucoup. Donc il va falloir qu'on arrête de surenchérir sur cette vie chère. La vie, elle est chère, il ne faut pas qu'on en rajoute. D'accord. On l'aura compris, Elan Ziz. On va continuer avec un autre sujet. Vous parliez tout à l'heure de l'emploi, donc éventuellement de licenciement. Ici, en fait, l'emploi dans le sens où de jeunes diplômés ont du mal à trouver du travail. Et une association, donc Révélatio, s'est lancée dans une démarche pour justement les accompagner. C'était cette semaine, en début de semaine, donc à Kaweni, au centre Maharaja. Je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca et de Leslie Vimné. Apprendre à bien construire son projet professionnel et à maîtriser les codes de l'entreprise. Voilà les missions que s'est confiée Révélatio, une association, mais aussi un concept innovant, accessible aux Mahorais demandeurs d'emploi, diplômés d'un Bac+2. Un concept d'accompagnement qui vise à développer les bons codes de conduite en entreprise plutôt que de simples compétences déjà acquises. Il s'agira pour nous de travailler à la posture, à la compétence dans le sens beaucoup plus du savoir-être du jeune, savoir passer un entretien professionnel notamment, savoir se vendre, ce qui n'est pas dans la culture aujourd'hui, en tout cas des jeunes de Mayotte. Donc c'est tous ces aspects d'expérience, de posture, de culture d'entreprise que nous allons travailler avec le jeune. En marge de l'inauguration de ces locaux, l'association a signé une convention avec le Pôle emploi et la mission locale de Mayotte. Bilan de compétences, coaching, entraînement pédagogique. Pour bénéficier gratuitement de l'accompagnement personnalisé de Révélatio, les jeunes demandeurs d'emploi devront simplement en faire la demande auprès de leur conseiller Pôle emploi ou de la mission locale. Autre acteur présent ce matin, les syndicats patronaux avec la CGPME et le MEDEF. Pour eux, Révélatio est un concept essentiel pour l'avenir économique mahorais. C'est important de créer des structures pour, d'une part, recenser les besoins pour les entreprises mahoraises et diriger cette jeunesse ici sur des formations adaptées à Mayotte pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises et de ce fait qu'ils puissent rester sur Mayotte et donc ce qui nous permettra de développer les richesses dont nous disposons. Au sein du centre Maharaja, les jeunes suivis pourront aussi participer à une expérience originale, celle de l'entreprise virtuelle, avec pour chacun un poste précis déterminé par le bilan de compétences et 500 heures à effectuer.
Avec tous ces outils, Révélatio a de l'ambition. Pour sa première année, l'association espère accueillir 150 jeunes pour leur garantir 60% de taux d'insertion sur le marché du travail. Apprendre les codes de l'entreprise, c'est important pour un jeune diplômé, Elanziz, n'est-ce pas? Écoutez, pour un jeune entreprise, je pense qu'un accompagnement est nécessaire. Hein. Donc, tout ce qui va se mettre en place, c'est dans le fil droit d'aider le jeune entrepreneur à mieux s'en sortir et à mieux affronter la dure réalité de l'entrepreneuriat à Mayotte. Et on l'a vu, en fait, l'initiative de Révélatio a été saluée, notamment par des partenaires qui sont prêts à travailler avec eux. On a vu le MEDEF, on a vu notamment Pôle emploi. Est-ce que, en tant que syndicaliste, encore une fois, je reviens sur votre fonction, vous seriez prêt à aller vous lier à eux pour faire avancer les choses? Écoutez, dans le quotidien, hein, il faut le dire, nous, on est à l'initiative de la création d'Opcalia. Hein. Opcalia aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche. Hein, donc, on l'a fait, cette démarche-là, on a fait en termes de partenariat avec le MEDEF et les autres. Donc, c'est un truc qui marche bien. Donc, s'il y a d'autres initiatives à prendre avec le patronat, on le prendra. Pour peu que ça ait des répercussions sur le développement des compétences et pour favoriser aussi, comme je l'ai dit, l'excellence ici à Mayotte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien et les choses qu'on a pu faire dans le passé, on peut les renouveler aussi pour l'avenir. Donc on n'est pas opposé à toute initiative, même si ça vient du patronat. D'accord. Donc, je vous propose de continuer, Elanziz, avec cet autre sujet, donc la jeunesse toujours à l'honneur, avec surtout en matière de campagne électorale. On a vu ce week-end un jeune, donc il s'agit d'Amine Maoujoudi, qui a présenté sa candidature dimanche, donc à la MJC de Mtsapéré. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Issouf. Le député Bouanali Saïd, le deuxième adjoint au maire de Mamoudzou, des notables, des proches, il y avait foule hier pour présenter de manière officielle la candidature du jeune Tsapérois Amine Maoujoudi. Connu pour avoir longuement milité auprès des jeunes UMP, c'est aujourd'hui sans étiquette qu'il tentera de briguer le canton 2 de Mamoudzou, englobant Cavani et Mtsapéré. De nombreux jeunes sont derrière lui. Étant moi-même de cette nouvelle génération qui connaît le changement de la société mahoraise, je crois que les personnes avec qui j'ai envie de travailler aujourd'hui sont dans cette même optique et puis peuvent apporter un changement attendu en restant à proximité de la population pour essayer de les accompagner vraiment dans ce changement-là, donc la jeunesse en particulier. Pour le moment, tous les candidats ne se sont pas encore dévoilés. Mais une chose est sûre, face aux candidats sans étiquette, il y aura Zaidou Tavandaï, UMP, qui essaiera de conserver son siège. Mais pour Amine Maoujoudi, l'heure est à la rupture. Aujourd'hui, ça fait partie de mes motivations parce que en tant qu'entrepreneur, je m'engage dans la politique pour pouvoir justement aider les entreprises parce qu'il y a beaucoup d'aides dont on n'a pas droit et quand l'entrepreneuriat ne marche pas, on voit très bien que il n'y a pas d'emploi. Donc là, c'est surtout ça, c'est pour justement aider les entreprises pour pouvoir diminuer le chômage à Mayotte. Dans 5 mois, les Mahorais seront appelés aux urnes. Des élections d'autant plus importantes que la parité devra être respectée. En mars 2015, il y aura autant de conseillers que de conseillères sur le territoire, 26 exactement pour 13 cantons. Elanziz, des jeunes qui s'engagent en politique, c'est pas mal. Ouais, peut-être, hein, mais ce serait bien qu'ils s'engagent aussi dans le syndicalisme. C'est encore mieux, meilleur. Vous défendez votre paroisse, hein? Vous savez très bien que la politique, c'est le nid de la trahison. Donc nous, avec le syndicat, on est... Les syndicats, vous vous sentez trahis par les politiques? Non, c'est pas. On se sent trahi. Par essence, les politiciens, ils promettent beaucoup de choses.
Donc on a vu, et toutes les élections se ressemblent, on promet beaucoup de choses et on fait moins. Donc aujourd'hui, nous les syndicalistes, nous on promet rien du tout, mais nous on a des luttes. Donc on lutte pour que le quotidien des salariés et aussi des Mahorais soit vraiment au beau fixe, qu'on ait des conditions de vie et de travail favorables et décentes. Donc nous on espère qu'avec le mouvement syndical, on va sensiblement changer la donne et essayer d'imposer une réalité que tout le monde a désespéré, c'est-à-dire bien vivre à Mayotte, pouvoir vivre avec les revenus qu'on peut disposer, avec la richesse de Mayotte, aimer Mayotte, parce qu'à Mayotte, c'est bien d'y vivre. Parce qu'on a un boulot qui paye, on a un travail, on a une entreprise, on a beaucoup de choses. Donc, c'est favoriser l'attractivité de Mayotte. Voilà, il ne faut pas qu'on désespère les Mahorais jusqu'à aller pousser à quitter Mayotte et aller voir ailleurs, alors qu'ils peuvent trouver leur bonheur à Mayotte. Donc, nous, avec notre syndicat, avec l'Union départementale, nous, on ambitionne de faire aimer Mayotte, de bien vivre à Mayotte. Mais votre cheval de bataille, on l'a compris, faire aimer Mayotte, bien vivre à Mayotte, est-ce que justement les syndicalistes n'ont pas intérêt à travailler aux côtés des politiques pour pouvoir arriver à ce résultat-là ? Ben écoutez, nous on a tout le temps travaillé avec les politiques. Nous on est une force de proposition. C'est pas nous qui votons les lois. C'est pas nous qui dictons les décrets et tout ça. Donc nous on est des partenaires sociaux. Donc on discute de tout temps avec l'administration, avec les pouvoirs publics. Mais de là à dire qu'on est écouté, les résultats, vous les voyez, donc c'est pas à la hauteur de ce que les Mahorais attendent. Donc les Mahorais attendent un signal, ils attendent un signal vraiment fort. Et ce signal fort, ça serait d'avoir des prestations qui soient à la hauteur, les mêmes que dans les départements d'outre-mer. Je ne vois pas pourquoi le RSA ne devrait pas être au même montant que dans les DOM. On est un département d'outre-mer. Qu'est-ce qui cale? Qu'est-ce qui coince? Moi, à mon avis, il n'y a rien qui coince. On peut mettre le même montant de RSA à Mayotte comme dans les départements d'outre-mer. Pareil pour la retraite de base. La retraite que touchent les salariés du secteur privé ou même les fonctionnaires. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne paierait pas des pensions qui seraient du même montant que ceux qui sont servis dans les départements d'outre-mer. Là, on va me dire que les cotisations interviennent et tout ça. Oui, il y a les cotisations qui interviennent, oui. Mais ce qui nous coince ici à Mayotte aujourd'hui, c'est qu'on a un plafond pour les cotisations sociales et c'est le même plafond qu'on s'en sert aussi pour calculer les prestations. C'est-à-dire pour liquider la retraite, on prend comme référence le même plafond qui a servi pour les cotisations. Tout en sachant que le plafond qui sert de base pour les cotisations, c'est quelque chose qui a été calculé, qui va glisser, qui va monter en charge progressivement jusqu'en 2036. Ça, c'est une réalité que personne ne conteste à Mayotte. Par contre, les Mahorais contestent, eux, le fait qu'ils ont une retraite qui n'est pas à la hauteur de ce qui est demandé de par la société de consommation. Le système, par exemple, de la retraite, c'est un système de répartition. Ce n'est pas un système de capitalisation. Donc, partant de là, les Mahorais, les retraités Mahorais, ils ont droit à la solidarité nationale. Donc en prenant cette décision-là de mettre le même plafond, le plafond de métropole, le mettre à Mayotte, en prenant cette décision-là, on ne fait que rétablir l'égalité républicaine. Et c'est ça notre ambition. À nous, à Force Ouvrière. Merci beaucoup Elanziz. C'est ici que s'achève la première partie des Rendez-vous de l'info. Nous vous retrouvons juste après la pub.
retour dans la deuxième partie des Rendez-vous de l'info. Nous sommes toujours au siège de Force ouvrière, en plein cœur de Mamoudzou, avec notre invité Elanziz Hamidou. Elanziz, merci à vous de continuer avec nous cette émission. Oui. On va continuer donc à parler de l'actualité avec la saison des pluies, vous l'avez remarqué. Donc cette émission habituellement est tournée en extérieur, mais pour nous mettre à l'abri, on l'a tournée en intérieur ici avec vous, Elanziz. Donc la saison des pluies a commencé, comme je vous le disais. À La Réunion, on le voit, les cyclones, le premier est en phase d'atteindre les côtes réunionnaises, donc avec ce cyclone nommé Adjali. À Mayotte, nous ne sommes pas là, nous sommes plutôt bien lotis, mais chez nous, à Mayotte, à quoi devons-nous nous attendre? Les réponses avec Camille Leca. Camizi, Dolores, Dera, Anita ou encore Hélène. Derrière ces noms féminins se cachent des phénomènes météorologiques d'une grande intensité, les cyclones. Aujourd'hui, le premier cyclone de la saison 2014-2015 se situe à près de 1700 km au nord-est des côtes réunionnaises. Il s'agit d'Adjali. Et on pourrait croire que son nom n'a pas été choisi au hasard. Adjali signifie danger en shimaoré. Pour autant, pas de panique. S'il s'est intensifié hier, il devrait ralentir cette nuit et progressivement s'affaiblir. Pour l'instant, aucune menace cyclonique n'a été identifiée par Météo France pour les prochaines 48 heures. Mais comment un cyclone se forme-t-il? Il s'agit d'air atmosphérique qui se concentre autour d'un centre de basse pression. Son diamètre peut atteindre 500 à 1000 km. La saison cyclonique 2014 durera jusqu'à avril. Selon Météo France, il pourrait y avoir un pic d'intensité de janvier à mars. Pluie, vent et risque cyclonique, Elanziz, nous sommes en plein dedans. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, on est dans un pays tropical, hein, donc ça ne nous étonne pas d'avoir la pluie, tout ça. D'ailleurs, c'est bien pour l'agriculture, pour la nature, ça fait pousser les plantes et tout ça. Donc c'est bien d'avoir la pluie de temps en temps. Donc là, pour moi, quand il pleut, il fait beau. Hein. Donc c'est une bonne chose d'avoir la pluie, hein, parce que ça va aider aussi à la SOGEA d'avoir un peu plus de réserve d'eau pour nous, les consommateurs. Peut-être qu'on va payer moins cher l'eau quand il y aura de l'eau en abondance. Hein, là, on sent que vous lancez un appel voilà. Voilà. Donc tout ça, bon, pour moi, c'est de bon augure. Donc c'est très bien. Par contre, le souci, des fois, je m'inquiète pour les risques inhérents à ces pluies. Donc, les risques, c'est quoi? C'est les inondations, des choses comme ça. Ça arrive, mais on peut faire en sorte à ce que ça n'arrive pas. Il faut que on l'a vu, Mayotte, on dit que Mayotte est plutôt bien loti dans la mesure où on n'a pas forcément eu de gros dégâts liés à des cyclones. Mais on l'a vu en mars dernier, Hélène a quand même fait peur à beaucoup de monde, hein, sur l'île, hein, notamment avec les dégâts qui ont eu lieu dans le nord de l'île. Vous, en tant que Mahorais, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que, je sais pas, peut-être des conseils à donner Si, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir que dans toutes les communes de Mayotte, il n'y a pas réellement un plan réfléchi, un réseau d'assainissement digne de ce nom. Il n'y en a pas. Donc, moi, je pense qu'avec la départementalisation, avec les fonds européens, tout ça, il va falloir qu'on y songe, hein, et qu'on dote dans toutes les communes d'un réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, de façon à éviter à ce que les populations se retrouvent prisonniers des eaux. Donc aujourd'hui, si un phénomène climatique tel que les cyclones, tout ça, attaque Mayotte, on va être vraiment dans le sinistre, hein, parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui vont être inondés, il y aura beaucoup de gens sinistrés. Et ça, on peut l'éviter. Hein. Donc quand je vois par-ci par-là des gens qui sont candidats pour être au cantonal, pour être maire et tout ça, il faut savoir que quand on est élu, hein, quand on est politicien, c'est avant tout s'occuper, hein, du bien-être de sa population. Donc moi, quand je constate au quotidien ce qui se fait,
Et ça ne me laisse pas penser que ces gens-là pensent à leur population, ou du moins réfléchissent à un plan à long terme pour résorber un peu tout le déficit en dotation d'infrastructures. On l'a vu, là vous parlez justement de l'évacuation des eaux, mais en cas de cyclone, on peut être touché de plein fouet, les habitations peuvent être justement sinistrées. Et on l'a vu avec Hélène, un réseau de solidarité s'est mis en place avec les proches, les voisinages. Est-ce que justement il n'y aurait pas une réflexion à avoir au niveau des politiques en ce sens pour, une fois que les dégâts ont eu lieu, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, on a pu voir les dégâts causés par même pas un cyclone, hein, un petit souffle de cyclone. Hein. Vous imaginez si on a le vrai cyclone, hein, les dégâts seront énormes. Donc moi, l'appel que je lance aux élus, c'est de trouver quand même des solutions de façon à limiter les dégâts. Hein. Parce que plus on limite les dégâts, plus on aura à travailler pour aider les gens. Parce que les gens seront déjà sauvés. Donc aujourd'hui, quand il y en aura toujours des sinistrés. Quand il y a des sinistrés, vous savez, l'hospitalité à Mayotte, l'entraide et tout ça, c'est quelque chose de naturel. Donc ça se fait. Et je n'en doute pas à ce que les Mahorais vont mettre la main dans la poche pour aider les autres. Donc cette entraide-là et cette solidarité-là, elle est bien réelle. Hein? Mais je voudrais bien aussi qu'il y ait aussi une solidarité nationale, que les pouvoirs publics aussi soient solidaires quant aux populations, qu'on envoie des budgets, des moyens conséquents pour aider les populations. Parce qu'on est dans la République, on a droit à cette solidarité. Hein, avant même d'avoir les solidarités d'entraide familiale et de quartier. Voilà. C'est un droit. C'est un droit parce qu'on est français et je peux vous dire que nous avons milité pour rester français justement parce que dans cette France-là, il y a la solidarité nationale. On continue, Elanziz, avec cette crise au sein de la Ligue mahoraise de football et de la Fédération des arbitres qui sont de plus en plus victimes d'agressions et qui ont tenu à faire connaître leur mécontentement. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Youssouf. C'est l'incompréhension totale du côté des arbitres. Après avoir utilisé leur droit de retrait le week-end passé, ils se retrouvent encore aujourd'hui à devoir réfléchir à une action qui mettrait fin aux violences dont ils sont victimes. Loufti et Ismaïl reviennent sur les derniers événements. Deuxième mi-temps, ça même pas 10 minutes à regarder Tongo de Ouyo. Tu me rappelles l'ordre. Veja Vili a déjà fait une faute vraiment grave, on va un carton jaune à Vili à la haut. Donc du coup, si me dirigeant vraiment na capitaine, si on soit na me remplacer mon te bonze, ou à la haut tu as besoin de raho et bien on cache un bassin gazebo. Si me les avaler, à 85 minutes, je vais rabaraka na vingi boulot souheya, me rentrer vraiment tacler derrière, au lieu de pareil boulot me remet au lit. Donc tu dois direct carton rouge. L'ernato carton rouge, toi mon carnet sonoté, André Kamwe. André Vanjaou, tatkat passoal domo. Du moment où le jeu continuait, en fait le jeu était en cours, j'ai attendu à un arrêt. Et là, donc je lui ai adressé une exclusion pour des propos injurieux et propos humiliants. Le moment où j'allais enregistrer cette exclusion, le joueur lui-même, il a continué à insulter. C'est comme si il fallait allumer un feu, donc j'ai allumé l'allumette, donc et il y a eu le feu. Et par là, donc derrière, je n'ai même pas vu surgir le dirigeant de FC Taximan. Surgissant subitement et violemment sur moi, voulant arracher le carton rouge. Les arbitres ne font plus régner l'ordre et ne peuvent plus faire appliquer les règles sur le terrain. Menacés, insultés et violentés, ils craignent pour leur vie et comptent ne plus arbitrer. Certains dirigeants seraient à l'origine de ces violences, ne montrant pas l'exemple. Nous estimons que c'est fini.
le championnat doit se terminer aujourd'hui. Le premier reste premier, le dernier reste dernier. Voilà. Et on n'en parle plus. Ça, ce n'est que mon point de vue. Après, la Ligue décidera de ce qu'elle veut décider. Plusieurs plaintes ont été faites. Ainsi, les règlements sont appliqués à Mayotte à l'exception de la loi du 23 octobre 2006 qui précise les dispositions relatives aux arbitres. Ce mercredi, l'ensemble des dirigeants de clubs et les arbitres ainsi que la Ligue se réuniront à Mamoudzou pour faire en sorte que cessent les violences sur les arbitres afin de pouvoir poursuivre le championnat sous une atmosphère plus sereine. Le sport habituellement censé être vecteur d'esprit d'équipe et là on le voit c'est le contraire, des arbitres qui se font violenter. Qu'est-ce que ça provoque comme réaction chez vous, Elanziz? Écoutez, moi je suis contre la violence. Hein. Donc vous savez, moi je suis dans un syndicat pour favoriser le dialogue social. Donc je suis mieux placé pour vous répondre. Donc moi je ne cautionne pas c'est les agissements des personnes qui sont violentes. Donc je conçois que le jeu c'est le jeu, la bagarre et les rings, tout ça c'est autre chose. Donc quand on est en train de jouer, on joue. Quand on joue pas, on joue pas. Donc quand on décide volontairement d'attaquer les autres et tout ça, quand même il faut avoir une certaine responsabilité. Voilà. Donc on vit en société. La société aussi est en droit de vous demander des comptes. Hein. Donc quand vous attaquez à la société, tel que c'est fait, tel qu'on constate les attaques des arbitres et tout ça, la violence et tout ça, donc tous les gens qui se sont rendus coupables de violence, normalement, ils doivent rendre compte à la population, à la justice et à tout le monde. Hein. Donc ils doivent répondre de leurs faits et gestes. Donc ces gens-là, peut-être que quand ils seront sanctionnés, ils penseront à mieux s'exprimer, à mieux se comporter. On le voit dans le reportage, il est dit que souvent ces violences viennent aussi des dirigeants, ce qui est quand même étonnant. Est-ce que ce ne sont pas eux qui sont justement censés mettre de l'ordre et puis assurer une certaine sérénité dans le jeu ? Mais écoutez, les dirigeants ont bien été votés par des adhérents, par des personnes. Donc c'est de la responsabilité à l'Assemblée générale de pouvoir les sanctionner, soit en les reconduisant, soit en les évinçant. Donc aujourd'hui, moi en tant que syndicaliste, je ne suis pas là pour juger des agissements des dirigeants, mais tout ce que je peux dire, c'est que les personnes qui se rendent coupables d'agissements et de violences, soit verbales ou physiques, ces gens-là répondront devant la justice et qui seront sanctionnés. Et à partir de là, je pense qu'il y aura une certaine pédagogie de façon à les amener à être moins violentes et à s'exprimer et à mieux se comporter au niveau de la société. Donc nous, en tant que syndicalistes, moi, au quotidien, je forme mes adhérents de façon à ce qu'eux, ils se comportent bien au niveau de la collectivité de travail, au niveau des relations avec la population, avec les autres et tout ça. Donc c'est très important de savoir qu'on vit en société et que tout n'est pas permis. On ne peut pas se faire justice à soi-même. On va maintenant parler de danse, Elanziz. Donc vous n'allez pas danser, je ne vais pas danser, mais on va regarder ce reportage sur le 5e festival Maoré Danse, un reportage de Shakila Essouf et de Fred Souleymana. 2 jeans pour effrayer les enfants, quelques danseurs et le tour est joué. Le succès est au rendez-vous, du plus grand au plus petit, il n'y a pas d'âge, le spectacle de rue plaît. Les villageois se sont revus retomber en enfance, une animation dans le cadre du festival Maoré Danse qui s'inscrit dans le besoin de l'artiste de venir à la rencontre du public. Le déhanchement, l'improvisation... Et voilà, la foule. Les autres vont toujours les Katualeo. Les autres vont Mazachileo. Donc, ils ont allé à Skarakozona. Un moment pour jouer et rire. Surpris, les Tingoniens n'ont pu que se laisser séduire et émerveiller par le spectacle. Parti de la MJC pour le cœur du village, le défilé s'est terminé en fin de journée. Derrière lui, tous les enfants du coin, les danseurs ont occupé l'espace en jouant avec tous les objets qui se trouvaient sur leur chemin.
de, comment je vais l'appeler, ce personnage qui est là effectivement pour rappeler aux enfants à la sagesse et amener aux enfants à la sagesse. Je trouve ça quelque chose de formidable puisque réaction, voilà, les enfants ça réagit, regarde comment ils sont agités, ça les éveille en même temps. Et en même temps avec les artistes qui sont derrière eux, ils voient que justement c'est une agitation organisée. Il y en a même qui m'a dit revenez souvent. Et effectivement, c'est ça ce qui est aussi important. Le festival continue ce lundi, toujours à la MJC de Tingoni, avec une exposition des œuvres du chorégraphe Jeffrey Djali. Mercredi, des ateliers seront animés par les élèves. Pour avoir toute la programmation, vous pouvez appeler au 06 39 69 73 90. Et malgré le manque de soutien financier, le 4e festival Maoré Danse a débuté dans une ambiance bon enfant. Une 5e édition durant laquelle l'art était à l'honneur avec ces objets traditionnels remis au goût du jour pour justement montrer que l'art était accessible à la population. Qu'est-ce que vous en pensez, Elanziz ? Moi, c'est quelque chose que ça me rappelle un peu mon enfance et tout ça. Donc, moi, je suis profondément lié à la culture et aux jeux et tout ça. Donc, pour moi, ça me semble être quelque chose de très encourageant pour la culture mahoraise. Donc cette initiative-là, je pense que ça fait du bien à la population. Voilà, ça participe à l'éveil des enfants, ça participe aussi à l'animation. Parce qu'il faut dire que dans les quartiers et dans les communes, ça manque beaucoup d'animation. Donc en voyant des animations comme ça, on ne peut que s'enthousiasmer parce que c'est quelque chose de très enrichissant personnellement et moi tout ce que je peux dire, je ne peux qu'encourager de telles initiatives. On l'a vu dans le reportage, il est dit qu'un manque de soutien financier et pourtant c'est des activités qui manquent. Comment vous expliquez cela? Est-ce que les communes n'ont pas plutôt intérêt à encourager ce genre d'initiative, à se montrer à se pencher justement là-dessus, à développer ce genre d'initiative? Écoutez, je pense que les communes n'ont pas les moyens. C'est une question de moyens. Voilà, ils n'ont pas les moyens pour faire tout ça, pour faire de l'animation, pour faire de la culture, pour faire du social. Les peu de moyens que disposent les communes, c'est pour payer les salaires, le fonctionnement. Donc aujourd'hui, on est vraiment... l'état des finances des communes, c'est très lamentable. Donc les communes mahorais sont sinistrées. Donc c'est pourquoi j'en appelle au pouvoir public de façon à ce que les communes de Mayotte soient mieux dotées au niveau budgétaire, au niveau des finances, de façon à faire face à toutes les dépenses au niveau social, culturel et tout ça. Chose c'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire ça. C'est la même chose que le rythme scolaire. Quand on dit que les communes doivent faire ça, mais les communes n'ont pas les moyens de faire tout ce qu'on leur demande dans le rythme scolaire, la pause méridienne et tout ça. Ils n'ont pas les moyens. Donc, pareil pour les animations de quartier, la culture et tout ça. Les communes n'ont pas les moyens de faire tout ça. Donc moi j'espère que dans l'avenir, avec les fonds européens, avec les taxes et tout ça, qu'on arrivera à une situation où les communes de Mayotte seront à même à aligner un budget satisfaisant de façon à subvenir à tous ces besoins-là. Merci Elanziz pour ces précisions. On va maintenant revenir à votre actualité à vous, chez EFO. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au sein de votre syndicat ? Au niveau de notre syndicat, écoutez, nous on est en plein développement. Donc on a déjà, pour cette année, on a renouvelé le bureau départemental. L'union départementale s'est dotée d'un nouveau secrétaire général que je le suis. Et à la foulée, on a déménagé de Kawini, on est venu au cœur de Mamoudzou. Et voilà, donc on a doublé les surfaces qu'on avait à Kawini. Aujourd'hui, on est largement bien loti au niveau du logement, donc on est bien logé. Et les sections force ouvrière commencent à se développer, commencent à prendre de l'essor.
Donc la récente manifestation qu'on a fait, déjà, ça nous a démontré notre capacité à mobiliser les sections de force ouvrière au niveau du département. Donc on a pu faire beaucoup d'actions ensemble et on le fera dans l'avenir. Donc moi, à mon sens, aujourd'hui, Force ouvrière se porte bien et on est en plein essor, en plein développement et on continuera à se développer de façon à occuper le terrain et avoir une forte représentativité qui va faire de nous l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Et pour nous, c'est un rapport de force nécessaire pour aboutir à des résultats. Parce que sans ce rapport de force-là, on n'obtiendra rien des pouvoirs publics ou de l'employeur ou du patronat. Donc ça, il faut le dire. Un rapport de force pour lequel vous vous êtes quand même attaché les services des instances nationales, parce qu'on l'a vu, vous avez fait appel à un secrétaire général au niveau national pour l'une des affaires qui a concerné votre syndicat ici à Mayotte. Est-ce que le fait que FO aille au niveau national, ça montre encore plus votre envie ou votre positionnement en tant que syndicat fort à Mayotte ? Ben, tout à fait. Non, moi, ma démarche, quand j'étais élu, c'est de faire pleinement mon métier, celui de faire ressortir un peu toutes les compétences de Force ouvrière. C'est quand on dit Force ouvrière, c'est un rapport de force. C'est la force. Nous, on est un syndicat confédéré. Un rapport confédéré. de force qui se joue entre qui et qui ? Entre le patronat, les pouvoirs publics et les salariés. Parce que nous, à l'origine... Il faut forcément un rapport de force. Il faut un rapport de force parce que nous, on ne détient pas la richesse du pays. Nous, on est des travailleurs, on est des salariés. On n'a pas la richesse du pays, on n'a pas le capital. Tout à l'heure, vous parliez de dialogue. Est-ce que justement, c'est pas... Mais c'est justement avec ce dialogue social-là qu'on a des résultats au niveau social. Et quand je parle de rapport de force, c'est... d'avoir une certaine crédibilité, une certaine représentativité. Parce qu'il y a la loi de 2008 de représentativité. Pour exister en tant que syndicat, on doit faire un score au moins de 10% aux élections. Donc vous vous rendez compte? Donc ça, c'est ça le rapport de force. Il faut avoir au moins 10%. Nous, à Force ouvrière, ce n'est pas d'avoir au moins, c'est d'avoir au maximum. Parce qu'on a envie... Maximum combien? La majorité absolue, voilà, la majorité absolue, de façon à être l'interlocuteur privilégié dans ce dialogue social que nous, on veut instaurer. S'agissant de Force ouvrière, il faut dire aussi qu'on est un syndicat confédéré, c'est-à-dire qu'on existe au-delà de nos frontières départementaux. On existe en métropole, nationalement parlant, on existe et on est tous ensemble. Donc quand on s'attaque, par exemple, à un adhérent de Mayotte, c'est aussi s'attaquer à la confédération. Tout est FO qui est attaqué. C'est cette démonstration-là qu'on a fait pour un conflit qui est très récent. Voilà. Donc ça, c'est pas une nouveauté à Force ouvrière, c'est ça la Force ouvrière. Force ouvrière, c'est une force pour et au service des salariés. Et vous allez sûrement continuer en ce sens, on l'imagine. Hélène Ziz, c'est ici que s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir accueillis dans vos locaux qui surplombent Mamoudzou, on l'a vu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles infos, toujours sur KTV. Excellente soirée à vous.